Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin, Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le Wali, Messieurs le gouverneur, Monsieur le président de la région, Messieurs les maires, Messieurs les présidents des chambres, Monsieur le président de l'université, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs de ce forum qui franchement est très très bien organisé. Je vois beaucoup de monde dans cette salle et donc je les remercie de m'avoir invité en tant que président du CESE mais aussi en tant que fils de cette région pour pouvoir participer avec vous à cette manifestation. Je dois dire que je suis très content d'être là parce que d'abord je reconnais des visages amis, parce que j'entends la pluie tomber et je sens la chaleur des habitants de Fès et de Meknès aussi. Ah, il ne faut pas que je dise ça. Il y a beaucoup de souvenirs qui viennent. Par contre, ce que j'entends plus sont les cris du MAS, des supporters du MAS et des supporters du CODEM qui nous ont bercés dans notre jeunesse. Et j'espère, mesdames et messieurs, que les gens de cette région vont se mobiliser pour qu'ils reviennent en première division, parce que c'est là où est leur place. Et en deuxième, je vais vous parler aujourd'hui de développement économique. D'abord du point de vue national, et ensuite le remettre dans le contexte régional. Sur les 20 dernières années, quand on regarde les progrès réalisés, on ne peut que se féliciter de ce qu'a fait le Maroc. Regardez ces nouveaux secteurs qui n'existaient pas, ces nouveaux métiers qui ont été créés. Vous savez, en T1, c'est-à-dire le premier trimestre de 2016, le secteur automobile a exporté plus que le secteur des phosphates. C'était la première fois que nous avions une industrie manufacturière qui va dépasser, je dirais, une industrie extractive. Et bien sûr, les choses doivent continuer, les choses vont continuer sur le bon chemin. Regardez les flux d'investissement direct étranger. 1960, 2,6 milliards. 2017, 26 milliards. 10 fois plus en, c'est vrai, 47 ans, ou 57 ans, mais c'est quand même considérable. C'est vrai qu'il y a eu aussi en appui à ces politiques structurelles, à ces politiques sectorielles, beaucoup de chantiers structurants, que ce soit au niveau des infrastructures. Regardez toutes les infrastructures qu'on a faites. On m'a invité, je ne vais pas vous dire combien j'ai mis de temps, mais beaucoup moins de temps que je mettais quand il y avait la route nationale qui était entre Fès et Rabat. C'est vrai qu'on s'arrêtait à Smisset, c'était intéressant, mais bon, maintenant il faut trouver d'autres choses. La compétitivité interne. Regardez ce qu'on a fait au niveau de la connectivité interne et internationale, grâce à Tangimed notamment. Vous savez, il y a un indice qu'on appelle le Shipping Connectivity Index. En 2006, on était 81e, en 2018, on est 16e. Et puis la connectivité est vraiment un point absolument un avantage compétitif. Renault ne serait pas venu, puisque j'ai eu le privilège de traiter avec eux, mais Renault ne serait pas venu s'il n'y avait pas le port de Tangimed. Regardez l'émergence de nouveaux pôles régionaux. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que Fès-Meknès fait partie de cette émergence-là? La réponse est non, Monsieur le Président. On y reviendra tout à l'heure, mais clairement qu'il y a beaucoup de pôles régionaux qui sont développés. Regardez aussi ce qu'on est devenu, cette plateforme d'investissement et d'exportation, et cette porte ouverte vers l'Afrique, où on devient quand même le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le deuxième investisseur africain dans toute l'Afrique. Et tout cela, c'est des réalisations considérables. L'ouverture vers les marchés extérieurs, avec 1 milliard de consommateurs qu'on peut toucher grâce aux différents accords de libre-échange que nous avons faits. Certains accords de libre-échange ne sont pas équilibrés, il faut absolument qu'on les équilibre, c'est évident. Mais cette ouverture fait partie des déterminants, je dirais, de la croissance. Maintenant, il faut reconnaître que le modèle actuel a atteint ses limites. Le chef de l'État lui-même l'a dit, et je crois qu'on s'accorde tous à dire ça, parce que l'ambition, c'est d'atteindre ce qu'on appelle cette tranche des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire 10 000 $ par habitant et par an. Nous sommes à 3 300, 3 400 $. Et donc, il y a encore du chemin à parcourir. La bonne nouvelle, c'est que nous avons doublé de 1999 à 2019. Donc là, il faut doubler aussi, ou même faire plus, dans les années à venir. Alors, et c'est pour ça que, pourquoi je dis que ce modèle atteint ses limites. Quand on regarde quelles sont les raisons qui nous font dire ça, d'abord, le faible niveau de croissance. Alors,
Ce niveau de croissance est intéressant. Quand on prend 1999-2018, 4%. Quand on prend 2007-2011, 4,8%. Mais quand on prend 2008-2018, 3,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance était en dessous des 3%, elle a atteint ce palier de 5%, elle est redescendue à un palier de 3%. Donc clairement qu'il faut trouver de nouveaux mécanismes pour accélérer cette croissance. Deuxième des choses, cette croissance est à faible taux de valeur ajoutée, pas assez de sophistication et surtout volatile. Volatile parce qu'on est encore tributaire d'une agriculture, d'accord, qui est par essence volatile et qui est aussi à faible valeur ajoutée. Et nous constatons une tertiarisation, je dirais juste impressionnante, de cette économie, parce que 57% du PIB vient du secteur tertiaire. L'industrie représente seulement 17,5%. Donc là aussi, toute cette composition du PIB est à adresser et par des actions qui sont, franchement, les actions sont connues, j'y reviendrai tout à l'heure par la suite. Et enfin, autre certitude ou autre raison de se dire que ce modèle est arrivé à sa limite, c'est quand on fait un peu un diagnostic du tissu industriel ou du tissu productif marocain. Le tissu productif marocain, et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette salle, mais elles-mêmes, moi je les entends, j'ai beaucoup d'amis qui me disent ça, donc je peux dire que ce tissu productif n'est pas très en forme. D'abord, c'est un tissu qui est peu dense. Et on le sait, on a absolument besoin de densifier ce secteur. Vous savez, il y a 1 170 000 à peu près entreprises au Maroc, mais quand vous parlez par exemple aux gens de la CCG qui, eux, vont financer la PME, ils vous disent on a vraiment un parterre de 30 000 PME au Maroc. Donc, ça fait très peu. Deuxième des choses, c'est un tissu qui opère majoritairement dans des secteurs à faible valeur ajoutée tels que le commerce, l'immobilier, alors que l'industrie et l'éthique ne représentent que 14%, je dirais, du total des entreprises de ce tissu industriel. Troisièmement, la part de l'informel, vous le connaissez toutes, elle est juste trop importante. Cinquièmement, c'est un marché qui est orienté plus, un tissu qui est plus orienté marché intérieur. Juste pour vous donner un chiffre, vous savez, en 2017, il y a eu 6300 entreprises marocaines qui ont exporté. La Turquie, 58 000 entreprises qui exportent. Ça vous donne une idée du chemin qu'il faut parcourir. Enfin, ce tissu se caractérise aussi par la faiblesse de la compétitivité de l'entreprise. On le sait au niveau de l'encadrement, au niveau de la qualification des salariés, au niveau du financement beaucoup de progrès ont été faits, mais encore beaucoup de choses qui restent à faire au niveau du financement. Et franchement, pour le financement, il faut parler de fonds propres et aussi de la dette, parce que souvent, les banques ont du mal à prêter à des entreprises qui ont très peu de dettes. Maintenant, grâce à la CCG qui arrive avec des produits innovants, des produits de mezzanine par exemple, pour renforcer ce qu'on appelle des produits en quasi-fonds propres, je pense que si les entrepreneurs font un effort et l'État continue à faire cet effort et redouble d'efforts, on pourra y arriver. Et enfin, au niveau de la productivité de l'entreprise, notre productivité reste faible. Malheureusement, quand on regarde toute cette croissance du PIB qu'on a eue pendant toutes ces années, elle s'est faite pratiquement par l'accumulation de capital, je dirais, physique et humain. Très peu par la productivité. Et en fait, même dans certains cas, notre productivité recule. Et moi, je me souviens, quand j'étais ministre de l'Industrie, j'avais lancé un super projet que j'avais appelé INMER. INMER, c'était notre réponse à ce problème de productivité. Et il y a une petite usine qui est à Bouskoura, qui fait en fait, vous allez rigoler, c'est des skateboards. Donc, et Sa Majesté était venu inaugurer, à l'époque on m'a dit tu es fou d'amener Sa Majesté dans une petite usine, comme ça c'était franchement pas une usine, c'était plus une sorte d'atelier. Il est resté 2h30 là-dedans. Parce que ça démontrait qu'on prenait n'importe quelle entreprise et on pouvait améliorer son output de 40%, réduire ses taux de chute de 40%, de 50%. Aujourd'hui, plus de 200 entreprises marocaines sont passées par une main et toutes ont vu une amélioration considérable de productivité. Monsieur le chef du gouvernement, un jour le ministre des Finances m'avait demandé quand j'étais au Parlement qu'est-ce qu'il pouvait faire pour la PME. Je dis généraliser une main. Il y a vraiment des choses à faire une main. Et quand il y avait des entreprises, parce que l'État payait 60 000 dirhams et l'entreprise devait payer 40 000 dirhams, j'encourageais les entrepreneurs à aller chez une main. Et quand ils me disaient 40 000 dirhams c'était beaucoup, je leur disais que j'étais prêt moi à payer 40 000 dirhams à condition qu'ils partagent avec moi les gains qu'ils allaient obtenir de une main. Personne n'a voulu le faire, mais bon, c'était quand même une tentative intéressante. Autre chose
qu'il faut souligner au niveau du tissu industriel. Vous savez, les perspectives d'adaptation à l'industrie 4.0 sont peu prometteuses. Or, le monde est en train de changer, mesdames et messieurs. Et s'il n'y a pas une véritable vision, une véritable stratégie pour, je dirais, incorporer cette robotisation, cette intelligence artificielle, j'ai bien peur qu'on perde beaucoup d'emplois, que la perte d'emplois soit plus importante que la création d'emplois au Maroc ici, surtout dans ce qu'on appelle les middle skills, donc les gens à compétences moyennes, parce que c'est eux qui sont les plus sensibles. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut parler maintenant il faut parler, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, il faut regarder quels sont les déterminants de la croissance économique dans n'importe quel pays, dans n'importe quel modèle. Alors, il y a des économistes qui se sont essayés à ça. Ils ne convergent pas tous sur leurs réflexions, mais au moins, moi, j'ai retenu 10 déterminants de croissance économique. Premier déterminant, il faut que le pays ait un leadership pro-développement. Est-ce qu'au Maroc, on a un leadership pro-développement? La réponse est oui, absolument. Du plus haut niveau, du chef de l'État, monsieur le chef du gouvernement, à monsieur le Wali, à monsieur le président de la région, tout le leadership marocain est absolument pro-développement. Deuxième des choses qui est citée, c'est la stabilité macroéconomique. Clairement qu'aujourd'hui, nous avons une stabilité macroéconomique, que nous avons beaucoup travaillé dessus et qu'il faut la préserver. Et Sidi Azami en sait quelque chose quand il était au budget. Troisième déterminant, le développement financier. Est-ce que nous avons un secteur financier développé? La réponse est oui. Quatrième déterminant, les infrastructures. Est-ce qu'on a des infrastructures développées? La réponse est oui, peut-être même un peu trop. Cinquième déterminant, est-ce que l'ouverture extérieure du Maroc est là? La réponse est oui, peut-être même un peu trop. Est-ce qu'on a une politique industrielle? Celle-ci, la réponse est oui. On peut ne pas être d'accord sur toutes les composantes de cette politique industrielle, mais la politique industrielle existe. Est-ce que le taux d'investissement est important? La réponse est oui. On est à 32, 33, 34% du PIB. Donc, toutes ces composantes, ça fait 7 sur les 10. Quels sont les 3 autres? Taux de change. Est-ce qu'on a un taux de change qui est compétitif? La réponse est oui, bien qu'en fait, notre taux de change est subventionné par les MRE qui arrivent. Et donc, ça biaise un peu le jeu. Mais supposons, laissons le taux de change, parce que franchement, on ne va pas s'amuser aujourd'hui à d'évaluer, vu toutes les conséquences que ça peut avoir déjà sur nos importations énergétiques et d'équipements et autres. Et donc, quels sont les 2 autres qui manquent? Première des choses, le capital humain. Est-ce que nous avons un capital humain qui est aujourd'hui mobilisable? La réponse est non. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? La réponse est non. Est-ce que vous avez vu ce qu'a dit la Banque mondiale il y a quelques temps, une semaine, 2 tiers des enfants qui sortent du primaire sont analphabètes. Mesdames et messieurs, c'est pas, franchement, une bonne nouvelle. Quand on regarde les tests PISA, qui mesurent 2017, qui mesurent le niveau des enfants, des élèves, à 15 ans, sur la lecture, sur les mathématiques et sur les sciences, sur toute la liste des pays, nous sommes en dernière position, 4e ou la 5e. Il y a le Liban qui est derrière nous, il y a le Kosovo qui est derrière nous, il y a la Macédoine, je crois, et les Philippines. Je suis désolé, la Macédoine, j'en suis pas sûr, ils m'excuseront, mes amis macédoniens, si je me trompe sur le classement. Alors quelqu'un peut me dire, oui, mais le Liban, on est mieux que le Liban. Oui, c'est vrai, mais déjà, je lui dirais, le Liban, quand vous regardez les gens qui restent à 15 ans, ils ont perdu que 14% de leurs élèves. Nous perdons plus de 40% de nos élèves. On perd 44% de nos élèves. C'est-à-dire qu'on mesure ce qui reste, ce sont nos meilleurs élèves qui restent avec ceux du Liban. Donc même si on prend les 15 ans et on imagine ceux qui ont quitté, on a un problème. Donc, clairement, priorité stratégique de Morin, j'apprends rien, monsieur le chef de gouvernement, il le sait, ses équipes sont mobilisées. Mais peut-être qu'on ne dit pas assez une chose, ce problème de l'éducation vient du problème de formation des enseignants d'abord. Alors on me racontera tout ce qu'on veut sur les langues, sur ce qu'on veut, c'est le premier problème à adresser. Et il y a des enseignants qui sont bons, je ne suis pas en train de leur jeter l'anathème. Mais ça vient, et d'où, encore une fois, comment on arrive à former autant d'enseignants dans un système, et une des réponses, c'est les technologies de l'information. Deuxième, autre, je dirais, déterminant que j'ai caché jusqu'à maintenant, dont je vais parler, c'est l'environnement des affaires. Alors, ce chef de gouvernement me regarde, il va me dire, ouais, mais l'environnement, le business, le doing business, on a fait des progrès. Oui, on a fait des progrès de doing business. Mais le doing business, ce n'est pas l'environnement des affaires. C'est juste une composante, parce qu'on
on a mesuré combien ça prendrait de temps, les gens ont répondu, etc. Aujourd'hui, quand je parle de l'environnement des affaires, je parle d'abord de l'économie de rente et des privilèges. Il faudrait changer ça. Il faut arrêter. Quand je parle de l'environnement des affaires, je parle de la concurrence, des secteurs protégés, de la concentration au niveau de certains secteurs. Et d'où l'importance du Conseil de la concurrence. Quand je parle de l'environnement des affaires, je parle de la corruption. D'où l'importance de l'instance dont on attend toujours la loi. Je parle des lourdeurs administratives, que ce soit au niveau central ou au niveau local. Je parle de soutien à la PME. Je mets ça dans l'environnement des affaires. C'est un soutien insuffisant. C'est un soutien où il y a une multiplicité des intervenants, où il y a une dispersion des produits, que ce soit des produits, je dirais, de garantie, de financement, d'accompagnement qui créent de la confusion. Et ces cinq déterminants, quelle est leur conséquence? C'est que ça ne permet pas l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs qui, eux, vont créer de la richesse, qui vont penser à l'innovation et qui vont challenger, je dirais, les forteresses acquises dans le temps. Et donc, ceci m'amène à dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, d'abord, et avant tout, et surtout, il faut libérer les énergies. Il faut absolument libérer les énergies des entrepreneurs marocains en levant tout ce qui est entrave légale qui handicape l'acte d'investir. Au CSE, on s'est dit, dans le nouveau modèle de développement, une des mesures, c'est qu'on va voir toutes les autorisations qu'on demande aux différents entrepreneurs, à différentes personnes. On va les étudier, on va mettre de côté celles qui touchent à la sécurité des gens et des biens, et toutes les autres, on va les supprimer. Et on va les remplacer par des cahiers de charges. Et donc, si vous voulez faire une extension de votre investissement, vous n'avez pas besoin de passer par quoi que ce soit, faites-le à condition de respecter un cahier de charges qui est préétabli. Et autre chose qui me semble absolument important, il faut soutenir massivement les entrepreneurs au niveau local. Vous savez, je vous ai dit, on pense qu'il faut créer 30 000 PME en 5 ans. Il faut créer 100 000 TPE sur les 5 ans aussi. Alors quand on voit 100 000 TPE, on se dit, oui, mais ça fait beaucoup. Non, si vous prenez 100 000 TPE, vous divisez par 5, ça fait 20 000 déjà. Et vous divisez par 10 régions, 12, ça fait déjà 1500 par région. Et que si vous les divisez par le nombre de villes, vous arrivez à très peu. Donc c'est absolument faisable. Il faut mobiliser de l'argent. Donc si on ne densifie pas, si les acteurs restent les mêmes, le nombre d'acteurs reste le même, on va avoir, je pense qu'on ne pourra pas atteindre ces 10 000 $ qui sont atteignables, absolument atteignables. Alors ensuite, la PME, il faut la soutenir par des subventions, des prêts d'honneur, des garanties publiques aux prêts bancaires, des incubateurs, des fonds d'investissement, et il faut accompagner la PME dans tout son cycle de vie, que ce soit au niveau de la création, de la croissance, de la transmission ou du redressement. Et il faut aussi absolument encourager et mettre beaucoup plus de moyens dans l'innovation. La CCG s'est lancée avec un produit qui s'appelle InnovInvest, mais je pense qu'on est encore loin du compte. Il faut absolument prendre beaucoup d'argent de ce chef de gouvernement, d'accord, et les mettre dans l'innovation, parce que c'est ça qui va changer le monde. Alors maintenant, j'en arrive à la région. Alors, déjà, quand on regarde cette région, on se dit, ben, c'est une région quand même qui doit trouver sa vocation. Quand on regarde au Maroc ce qui s'est passé ces 20 dernières années, Tanger n'était pas sur la carte. Maintenant, il y a une vraie, je dirais, région Tanger. Casablanca a toujours été là, mais bon, aujourd'hui, on a encore une région qui s'est fortifiée, etc. La région de Marrakech a pris sa vocation. On sait quelles sont les vocations de Marrakech. Dernier discours de Sa Majesté, on prédit, on se dit, tiens, la région d'Agadir va aussi connaître un essor extraordinaire. Et la région de Fès-Meknès. Qu'est-ce qui peut être fait pour définir une vocation et ensuite, à partir de cette vocation-là, définir des chantiers structurants, des actions structurantes et rendre cette région une région vibrante et je dirais riche et créant de la richesse. D'abord, donc il faut regarder un peu quels sont les potentiels. Le potentiel est énorme. D'abord, un capital humain extrêmement important, bassin d'emploi, mais plus que cela, c'est le premier pôle universitaire marocain si on prend aussi Ifrane avec. Ça, moi, quand j'avais des investisseurs qui venaient me voir à l'époque, et un des critères qu'ils regardaient, ils me disaient où est-ce que vous avez les universités et les écoles d'ingénieurs. C'était un critère absolument important pour qu'ils viennent
s'installer. Deuxième des choses, on a une activité agricole extrêmement importante, d'où agricole, agro-industrie peut-être. Troisième chose, la connectivité en général n'est pas mauvaise. Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure. Quatrième des choses, un patrimoine immatériel inestimable. Cinquième chose, une compétitivité coût en comparaison de Casablanca ou de Tanger. Donc, ça fait des avantages compétitifs intéressants. Par contre, on a encore quelques carences. On a d'abord une absence de zone franche, malgré tous les efforts que j'avais faits à l'époque. Pour avoir une zone en zone franche ici, Monsieur le Président, il faut relancer ça. Je pense que c'est extrêmement important. La connectivité à Tanger-Med. Alors, est-ce qu'il faut mettre une autoroute? Honnêtement, j'en sais rien. C'est nos amis qui doivent faire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un port sec doit absolument être fait. Une connectivité Tanger-Med par un port sec serait une très très bonne chose. Alors, il y avait cette image d'instabilité sociale, qui n'est plus une réalité, mais elle est toujours... vous savez, je vais vous raconter cette anecdote. J'ai reçu plusieurs investisseurs quand ils venaient me voir. À l'époque, j'étais aussi responsable des investissements étrangers et marocains. Et j'essayais parfois, je peux maintenant le dire parce qu'il y a prescription chez le gouvernement, de les pousser vers cette région de Fès. Et une des choses qui revenait, c'est qu'ils allaient voir, ils revenaient, ils me disaient « Ouais, mais vous avez trop de grèves, vous avez trop de fermetures d'usines, etc. » Et j'en ai tellement eu marre de cette rengaine que j'avais appelé Jamal Armani, qui était ministre de l'Emploi à l'époque, et j'avais dit « Est-ce que tu peux me donner les statistiques officielles des grèves sur toutes les villes du Maroc ?» Et il me les avait données. Et Fès n'était vraiment pas cette ville qui avait, je dirais, elle avait une réputation usurpée dans le bon sens cette fois-ci. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit continuer à être expliqué aux gens. Et dernièrement, je pense qu'il y a, dernier point, il y a une promotion franchement insuffisante pour attirer les investisseurs dans cette ville. Pourtant, la région, à mon avis, peut attirer des investisseurs et envisager un positionnement comme pôle national de l'économie du savoir. Voilà une belle... le pôle national de l'économie du savoir. Alors, il y a déjà des investisseurs qui sont là, vous le savez. Cabliance est là. Là, j'avais réussi, monsieur le chef de gouvernement, de pousser. Ils vont doubler leur capacité, tant mieux. Delphi et Yazaki sont à Meknes. D'autres viendront. Mais... en plus de cette, je dirais, renaissance industrielle, je pense qu'il y a d'autres choses à considérer. Premièrement, pourquoi ne pas réfléchir à devenir le premier pôle touristique national, en se basant sur ce patrimoine culturel qui est énorme. Moi, je crois que, vraiment, j'ai eu la chance d'aller me balader sur plusieurs continents. Je n'ai jamais vu une aussi belle réalisation que la Médina de Fès. Je dis toujours aux gens, si vous avez envie de prendre cette machine de temps, remonter le temps, qu'on voit dans le film Back to the Future, ce film, allez à la Médina de Fès et vous serez dans Back to the Future. Dubrovnik, 40 000 habitants. Combien ils reçoivent de touristes par an? 4,4 millions. Fès, 1 million 100, 1 million 200. Je parle sur votre contrôle. 5 millions de touristes pour Fès. Voilà un beau chiffre. 5 millions de touristes pour Fès, et je pense que c'est faisable, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le OL. Et on l'a vu, le culturel, j'en avais parlé avec mon ami Zouitienne, il est d'accord avec moi sur le chiffre. Le culturel peut, je dirais, attirer beaucoup plus que le balnéaire. On a vu les résultats. Le culturel, le cultuel. On a aussi la Tijania dont nous sommes très fiers et qui font que nos amis africains viennent nous rendre visite. Deuxième des choses, on peut développer plus d'agro-industrie basée sur l'agriculture qui est en arrière-plan. Troisième des choses, l'artisanat. Là aussi, beaucoup de choses peuvent être faites avec de l'innovation, et je reviens à ce que disait mon ami Neila. Quatrième des choses, redevenir ce pôle, je dirais, pour les industries de transformation, mais il faut absolument une zone franche pour l'automobile, le textile, pour l'export, et aussi l'offshoring. Je suis content de voir aussi que Fès-Shore, ils sont en train de doubler leur capacité ou d'augmenter leur capacité. Et à la fin, il faut faire émerger un écosystème compétitif dans les nouvelles technologies. Et en reprenant cela le rôle de leadership de Qarawin. Donc si vous voulez, on peut revenir vers Qarawin, d'accord, et se souvenir de ce qu'était ce bon temps, en soutenant le développement des universités, en investissant par la région de manière massive dans les projets de recherche et développement, Monsieur le Président de la région, pour attirer les meilleurs enseignants
et les meilleurs étudiants. Se doter d'un réseau d'incubateurs dans les nouvelles technologies, mettre en place des outils de financement pour les startups, couvrant les différentes phases de leur développement, et enfin créer autour des universités un cadre de vie susceptible d'attirer les entrepreneurs innovants de toutes les régions du Maroc et de l'international, à l'image de la station F à Paris. Et c'est ça un pôle, cette économie du savoir, un pôle universitaire fort, un pôle qui réunit autour de lui les startups, qui réunit autour de lui les centres de recherche, etc. Et donc cet écosystème de la connaissance qui peut se mettre en place. C'est un peu ce que je dis, moi toujours, cette différence, et pratiquement je vais conclure sur cela, c'est la différence entre le software et le hardware. On a trop fait d'autres hardware dans ce pays, il est temps de faire du software dans ce pays. Monsieur le Président de la région, vous m'excuserez juste, cette remarque là, je ne vous la fais pas en tant que président du CESE, parce que je ne veux pas que vous me le reprochiez par la suite, mais je vais vous la faire en tant que Chéri. Quand je regarde le PDR, 200, alors vous avez des projets importants, 4 milliards de dirhams pour tout ce qui est aménagement hydraulique du barrage, et vous avez raison, parce qu'il faut amener de l'eau à ces 30 000 hectares dont vous parlez, c'est bien. Et quand je regarde d'un autre côté l'allocation du budget alloué au soutien de la PME et des coopératives, 250 millions de dirhams sur 5 ans, ça fait 50 millions de dirhams, c'est ce que j'ai lu dans le PDR, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et donc le software est absolument important. Voilà, j'en ai fini, je voudrais juste dire la chose suivante. J'ai eu la chance de travailler dans une société pendant 11 ans, où le patron de cette société, qui s'appelait Bill Gates, disait une chose très simple. Il disait, pour la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le façonner. Et je pense que c'est à vous, mesdames et messieurs de la région, de façonner cet avenir. Et je pense vraiment que vous avez toutes la capacité, les ressources pour le faire, surtout maintenant que Sidi Azami a appelé le chef du gouvernement à augmenter le soutien à cette région. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite du monde. Merci beaucoup.